Au dîner de Noël, alors que la dinde fumait encore sur la table en acajou, mon père, Rodolphe, a levé son verre de vin rouge hors de prix. Il a regardé tout le monde, a souri à ma sœur cadette, puis a posé son regard sur moi avec ce mépris familier qui me glace le sang depuis 30 ans. Devant toute la famille élargie, il a dit d'une voix forte et claire, « Ombeline, ma fille, dis-nous. Ça fait quoi d'être une ratée sans mari à 34 ans? Ton utérus prend la poussière pendant que ta sœur construit une vraie vie. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Ma sœur a pouffé de rire. Ma mère a baissé les yeux. Mon beau-frère a ricané. Il pensait que j'allais pleurer, comme d'habitude. Il pensait que j'allais m'excuser d'exister. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la main que je gardais dans ma poche ne cherchait pas un mouchoir. Elle serrait l'acte de propriété de cette maison. J'ai souri, j'ai bu une gorgée de mon vin, et j'ai répondu calmement, « Je ne sais pas, papa. » Mais dis-moi, ça fait quoi de savoir que cette ratée est la propriétaire de ta maison, et que je te mets à la rue demain matin? Avant de vous raconter comment j'ai transformé ce dîner de Noël en une scène de crime émotionnel et comment j'ai expulsé ma propre famille toxique, j'aimerais savoir qui m'écoute en ce moment. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure est-il chez vous? J'adore voir à quel point notre communauté est internationale. Allez, écrivez-le maintenant, je vous attends. Mon nom est Ombeline. J'ai 34 ans, je suis directrice administrative et financière dans une grande entreprise de logistique à Lyon, et pour ma famille, je ne suis rien d'autre qu'un carnet de chèques sur pattes. Ce soir-là, nous étions réunis dans la maison familiale, une bâtisse en pierre imposante située dans les Monts d'Or, la banlieue chic de Lyon. De l'extérieur, c'est le rêve français, vieille pierre, jardin impeccable, grille en fer forgé. De l'intérieur, c'est un théâtre d'ombre où l'amour est une devise qui se dévalue chaque jour. L'atmosphère était, comme à chaque réveillon, chargée d'une électricité statique désagréable. Il y avait une odeur de sapin, de cire de bougie et de tension. Mon père, Rodolphe, 64 ans, trônait en bout de table comme un roi vieillissant. C'est un homme qui a toujours vécu au-dessus de ses moyens, obsédé par l'apparence, le statut social et le respect qu'il croit lui être dû. À sa droite, ma mère, Mireille, 60 ans, une femme qui a passé sa vie à polir l'ego de son mari pour éviter les éclats de voix, sacrifiant ses enfants au passage. Et puis, il y avait Séraphine. Ma petite sœur de 29 ans. L'enfant doré. La princesse. Elle était assise en face de moi, rayonnante dans une robe de créateur que j'avais probablement financée indirectement. À côté d'elle, son mari, Amaury, un type de 32 ans qui se dit entrepreneur en série mais dont la seule véritable réussite est d'avoir épousé une femme dont la sœur ne sait pas dire non. Le dîner avait à peine commencé que les piques volaient déjà. Mais ce n'étaient pas des piques innocentes. C'étaient des flèches empoisonnées, tirées avec une précision chirurgicale pour toucher mes insécurités les plus profondes. Rodolphe a fait teinter son couteau contre son verre en cristal. Le son cristallin a coupé court aux conversations. « J'aimerais porter un toast », a-t-il déclaré, sa voix résonnant contre les murs de pierre. « À ma fille Séraphine, qui vient d'ouvrir son magnifique spa en centre-ville. Une femme d'affaires, une épouse dévouée, et bientôt, je l'espère, une mère. Voilà ce que j'appelle une réussite. » Séraphine a baissé les yeux faussement modestes, caressant la main d'Amaury. « Merci, papa. Mais c'est grâce à votre soutien moral, a-t-elle minaudé. Soutien moral? J'ai failli m'étouffer avec mon eau. C'est moi qui avais signé le chèque de caution pour le local. C'est moi qui avais avancé les fonds pour les travaux. Puis, Rodolphe a tourné son regard vers moi. Ses yeux étaient vitreux, et faits du 3e verre de Bordeaux. Et à Ombeline. Il a marqué une pause théâtrale. 34 ans. Toujours célibataire. Toujours à courir après l'argent dans des bureaux gris. Tu sais, ma fille, le travail ne te tiendra pas chaud la nuit. Une femme sans mari, c'est comme un jardin sans fleurs. C'est triste. C'est sec. C'est inutile. Amaury a ricané en se resservant du vin. C'est vrai qu'Ombeline est mariée à ses tableaux Excel, hein? J'ai senti la chaleur monter à mes joues. Non pas de honte, mais d'une colère froide, ancienne, une colère qui avait mariné pendant des décennies. Je touchais le dossier rigide dans mon sac à main posé à mes pieds. Il ne le savait pas encore, mais ce soir, le jardin sans fleurs allait devenir un champ de mine.
Pour comprendre pourquoi je n'ai pas simplement quitté la table à ce moment-là, pour comprendre la profondeur de ma rançure, je dois vous emmener faire un tour dans le musée de mes traumatismes. Ce n'est pas la première fois que je suis l'objet de leur mépris. En réalité, j'ai été programmée pour accepter ça. J'avais 16 ans. C'était un après-midi pluvieux de novembre. Je venais de passer 6 mois à faire du babysitting et à laver des voitures le week-end pour économiser. Je voulais prendre des cours de piano. J'avais trouvé un professeur pas cher dans le village voisin. J'ai posé mes économies sur la table de la cuisine, fière de montrer à mon père que je pouvais payer ma propre passion. Rodolphe a regardé les billets froissés, puis m'a regardé avec un soupir exaspéré. Le piano? Avec tes mains? Ombeline, regarde tes mains. Elles sont larges, comme celles d'un paysan. Tu n'as aucune grâce. Et puis, le piano, ça prend de la place, ça fait du bruit. Il a balayé mon argent d'un revers de main. Par contre, ta sœur Séraphine, elle a un don pour la danse. Elle est aérienne, elle. Le conservatoire de danse coûte cher, et il nous manque exactement cette somme pour l'inscription du trimestre. Je me souviens avoir protesté. J'ai crié que c'était mon argent, mon travail. Ma mère, Mireille, m'a prise par les épaules, non pour me défendre, mais pour me faire taire. Ombeline, sois raisonnable. Ta sœur a un vrai potentiel. Toi, tu es bonne à l'école, c'est déjà bien. Ne sois pas égoïste. La famille, c'est le partage. Ils ont pris mon argent. Séraphine a fait de la danse pendant 2 mois avant d'abandonner parce que la prof était trop méchante. Mon argent s'est envolé, tout comme mes rêves de musique. J'ai appris ce jour-là que mes désirs étaient secondaires, et que mes ressources étaient destinées à financer les caprices de l'enfant roi. Avance rapide. J'ai 24 ans. Je suis à Paris, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Je viens d'obtenir mon master en finance, major de promotion. C'est l'aboutissement de 5 années de nuits blanches, de nuits instantanées et de jobs étudiants épuisants. J'ai envoyé les invitations à mes parents 3 mois à l'avance. J'ai réservé une table dans un bon restaurant. J'ai même acheté une nouvelle robe. La cérémonie commence. Je scannais la foule. Je vois les parents de mes amis, des bouquets de fleurs à la main, des larmes de fierté dans les yeux. Je cherche Rodolphe et Mireille. Je cherche Séraphine. Rien. Des sièges vides. Mon téléphone vibre dans ma poche au moment où le doyen appelle mon nom. Un message de ma mère, « Désolée ma chérie, on ne pourra pas venir. » Séraphine vient de se faire larguer par son copain, elle est dévastée. On ne peut pas la laisser seule dans cet état. On fêtera ça une autre fois. Bisous. Je suis montée sur l'estrade. J'ai pris mon diplôme. J'ai souri pour la photo officielle, mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé définitivement. J'ai dîné seule ce soir-là, avec mon diplôme posé sur la chaise en face de moi. J'ai compris que peu importe mes réussites, je ne serai jamais la priorité. Je ne serai jamais assez bien pour qu'on traverse la France pour moi. Retour au présent, dans cette salle à manger luxueuse. Je regarde mon père qui porte la montre de luxe que je lui ai offerte pour ses 60 ans. Je regarde ma mère qui porte le collier de perles que j'ai acheté pour la fête des mères. Ils portent sur eux les preuves de mon amour, tout en me crachant au visage. Amaury, la bouche pleine de foie gras, m'a sorti de mes pensées. D'ailleurs Ombeline, en parlant d'argent. J'ai lu un article sur les crypto-monnaies. Le marché est en baisse, c'est le moment d'acheter. Si tu me prêtais disons 10 000 €, je pourrais doubler ça en un mois et te rembourser avec intérêt. Il a dit ça avec une telle désinvolture, comme s'il me demandait le sel. Comme si mon compte en banque était une extension naturelle de leur portefeuille. J'ai senti mon estomac se nouer. Le festin des vautours avait commencé. Le dîner avançait, et l'air devenait de plus en plus irrespirable. Après l'entrée, Séraphine m'a fait signe de la suivre vers la cheminée, sous prétexte de vouloir me montrer ses nouvelles photos de vacances. Je savais ce qui allait arriver. C'était le rituel. L'isolement de la proie avant l'attaque. Nous nous sommes tenus près du feu crépitant. Elle sentait le parfum coûteux et l'insouciance. Elle a sorti son téléphone dernier cri, un autre cadeau de ma part, indirectement, et a commencé à faire défiler des photos de plages de sable blanc. C'était aux Maldives, le mois dernier, a-t-elle dit avec un soupir rêveur.
C'était magique, Ombline. Tu devrais vraiment voyager plus. Tu es tellement pâle, on dirait que tu vis dans une grotte. Je travaille, Séraphine. Quelqu'un doit bien travailler, ai-je répondu sèchement. Elle a ignoré ma pique. Elle a posé sa main manucurée sur mon bras, adoptant cette expression de fausse empathie qu'elle maîtrisait à la perfection. Écoute, je voulais te parler d'un truc. Le spa, ça démarre doucement. C'est normal, c'est le début. Mais j'ai besoin d'un coup de pouce pour le marketing. Il y a cette influenceuse à Dubaï qui organise une retraite bien-être. Si j'y vais, je pourrais faire des partenariats incroyables. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Combien? Oh, pas grand-chose. Juste 20 000 €. Ça couvre le vol en business, l'hôtel 5 étoiles et les frais d'inscription. C'est un investissement, Ombeline. 20 000 €. C'était plus que ce que beaucoup de gens gagnent en un an. Et elle me demandait ça comme si c'était de la petite monnaie pour acheter des chewing-gums. Non, ai-je dit. Son sourire s'est figé. Quoi? Non. Je ne te donnerai pas 20 000 € pour aller faire la belle à Dubaï. J'ai déjà payé le local, les travaux, le stock de produits. C'est fini, Séraphine. Débrouille-toi. Ses yeux se sont rétrécis. Le masque de la sœur aimante est tombé, révélant la petite fille gâtée et vicieuse qui sommeillait en dessous. Tu es sérieuse, a-t-elle sifflé, sa voix montant d'un octave. Tu as vu combien tu gagnes? Tu es assise sur un tas d'or et tu ne fais rien avec. Tu n'as pas de mari, pas d'enfant, personne à qui léguer tout ça. Tu vas finir vieille et seule, Ombeline. Ton argent ne te servira à rien quand tu seras dans une maison de retraite et que personne ne viendra te voir. À quoi ça sert d'être riche si tu es aussi misérable? Les mots ont frappé fort. Vieille et seule. C'était l'arme préférée de ma famille. Ils savaient exactement où appuyer. Ils utilisaient ma solitude comme une arme pour me culpabiliser, pour me faire croire que mon seul moyen d'avoir de la valeur, d'être aimé, c'était de payer. C'était du chantage affectif pur et simple. Si tu ne paies pas, tu meurs seul. J'ai senti une boule de rage monter dans ma gorge, mais je l'ai ravalée. Cette fois, c'était différent. Cette fois, je n'allais pas céder pour acheter la paix. Tu as raison, ai-je murmuré, assez fort pour qu'elle m'entende mais assez bas pour que ce soit menaçant. Je suis peut-être seule. Mais au moins, je ne suis pas un parasite. Elle a octé, choquée par ma rébellion inédite. Elle a tourné les talons et est retournée à table, le visage rouge de colère, prête à aller se plaindre à papa. Je fais une pause ici. Je veux vous poser une question très sérieuse. Mettez-vous à ma place un instant. Vous avez travaillé dur toute votre vie, vous avez réussi financièrement, mais votre propre sœur vous traite de vieille fille misérable pour vous extorquer de l'argent. Qu'est-ce que vous auriez fait? Auriez-vous cédé pour avoir la paix à Noël? Ou auriez-vous fait ce que je m'apprêtais à faire? Dites-moi dans les commentaires, j'aurais payé ou j'aurais tout brûlé. Je lis toutes vos réponses. Ce que Séraphine ignorait, ce que toute la tablée ignorait alors que je me rasseyais en lissant ma jupe, c'est que mon refus n'était pas un caprice du moment. C'était l'exécution d'une sentence prononcée 2 heures plus tôt. Juste avant le dîner, j'étais allée aux toilettes du rez-de-chaussée. Ce sont de vieilles toilettes avec des murs épais, mais la ventilation communique directement avec le bureau de mon père, situé juste à côté. J'étais en train de me laver les mains quand j'ai entendu la voix de Rodolphe. Il ne parlait pas à ma mère. Il était au téléphone, et il parlait fort, avec cette agitation nerveuse des joueurs compulsifs. « Écoute, Marco, je te jure que je vais les avoir. Oui, les 50 000. Laisse-moi juste passer le réveillon. Ma fille arrive ce soir. La grande, la banquière. Elle est conne comme un balai quand il s'agit de sentiments. » Je me suis figée, l'eau coulant encore sur mes mains, le cœur battant à tout rompre. J'ai coupé le robinet doucement pour mieux entendre. Je vais lui jouer le grand jeu, continuait mon père, ricanant presque. Je vais lui dire que sa mère est malade. Qu'elle a besoin d'une opération du genou en clinique privée, non remboursée, blablabla. Ou alors que la toiture va s'effondrer. Elle va paniquer. Elle a tellement peur qu'on ne l'aime plus qu'elle signera le chèque avant le dessert. C'est ma vache à lait, je te dis.
Dès que j'ai le chèque, je te vire l'argent pour couvrir mes pertes au poker. T'inquiète pas. J'ai reculé jusqu'à heurter le mur froid carrelé. Je me suis sentie nauséeuse. Ce n'était pas seulement du mépris. C'était de la prédation. Mon propre père me voyait comme une vache à lait, une idiote utile qu'on peut manipuler en jouant sur sa peur de l'abandon. Mais le pire restait à venir. J'ai entendu la porte du bureau s'ouvrir et la voix de ma mère. « Rodolphe, baisse le ton », a chuchoté Mireille. « Elle vient d'arriver. Tu es sûr que ça va marcher ?» La dernière fois, elle a posé beaucoup de questions. « T'inquiète pas, Mireille », a répondu mon père. « Tu n'as qu'à pleurer un peu au moment du fromage. Dis que tu as mal, que tu n'en peux plus. Elle ne résistera pas à tes larmes. Elle est faible. » D'accord, a soupiré ma mère. Mais fais vite. Je veux que cette histoire de dette soit réglée. Je veux pouvoir m'acheter ma nouvelle cuisine l'année prochaine. Je me suis regardée dans le miroir au-dessus du lavabo. Mon reflet était pâle, mais mes yeux avaient changé. Quelque chose est mort en moi à cet instant précis. L'espoir. Ce stupide, infantile et tenace espoir que mes parents m'aimaient, au moins un peu. Qu'ils étaient juste maladroits. Qu'ils étaient des victimes des circonstances. Non. Ils étaient complices. Ils avaient scénarisé mon exploitation. Ma mère, celle que je défendais toujours, celle pour qui je trouvais des excuses, était d'accord pour jouer la comédie de la maladie afin de m'escroquer pour payer les dettes de jeu de mon père. J'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient, non de peur, mais d'adrénaline. J'ai composé le numéro de Maître Vianney, mon avocat et ami de longue date. C'était le soir de Noël, mais je savais qu'il répondrait. Allô, Ombeline ? Joyeux Noël, tout va bien ? Non, Vianney. Ça ne va pas. Mais ça va changer. Tu te souviens du dossier Phénix ? Celui qu'on garde sous le coude depuis 5 ans ? Il y a eu un silence au bout du fil. Vianney savait de quoi je parlais. Il m'avait souvent conseillé de l'utiliser, mais j'avais toujours refusé, espérant une rédemption familiale qui n'arriverait jamais. Je m'en souviens, a-t-il dit gravement. Active-le. Envoie la notification par mail à mon père maintenant, et prépare l'huissier pour lundi matin. Je veux que tout soit prêt. Je lance l'offensive ce soir. Tu es sûr, Ombeline ? Une fois que c'est fait, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai regardé mon reflet une dernière fois. La femme faible qui voulait être aimée n'était plus là. Je suis sûre. Ils voulaient de l'argent ? Ils vont avoir un règlement de compte. J'ai raccroché, j'ai essuyé mes mains, et je suis sortie des toilettes pour rejoindre le dîner, prête à jouer mon rôle dans leur pièce de théâtre, jusqu'à ce que je décide de brûler la scène. Retour à la table. La dinde avait été dévorée, et mon père avait fini de m'humilier sur mon célibat. C'était maintenant l'heure de l'acte 2, la demande d'argent. Je les voyais échanger des regards complices. Rodolphe a toussé, se raclant la gorge bruyamment. « Ma chérie », a-t-il commencé en se tournant vers ma mère, jouant le mari inquiet à la perfection. « Tu as l'air fatiguée. Ton genou te fait souffrir ?» Mireille, qui mangeait avec appétit 5 minutes plus tôt, a soudainement grimacé. Elle a posé sa main sur sa jambe avec une expression de martyr. « Oh oui. C'est terrible ce soir. Le médecin dit que je ne pourrai bientôt plus marcher si je ne me fais pas opérer. Mais bon, on n'a pas les moyens pour la clinique spécialisée. » Elle a laissé échapper un petit sanglot étouffé, regardant furtivement dans ma direction. Rodolphe a soupiré, accablé. C'est dur, les enfants. Les affaires vont mal. J'ai fait de mauvais investissements pour essayer de vous laisser un héritage, et maintenant ? Il a baissé la voix, dramatique. La banque menace de saisir la maison. Si on ne trouve pas 50 000 € rapidement, votre mère ne pourra pas se faire opérer et nous finirons à la rue. Le silence est tombé. Séraphine a ouvert de grands yeux. Elle n'était probablement pas au courant de ce mensonge-là, seulement de la partie où elle récupérait de l'argent plus tard. Amaury a immédiatement sauté sur l'occasion. « C'est terrible », s'est exclamé mon beau-frère. Il s'est tourné vers moi, le visage grave. « Ombeline, tu ne peux pas laisser faire ça. Tu es la seule à avoir des liquidités.
Tu es la directrice financière, bon sang. C'est le moment de prouver que tu tiens à ta famille. J'ai regardé ce cirque. J'ai regardé ma mère feindre la douleur. J'ai regardé mon père feindre le désespoir. J'ai regardé Amaury feindre la vertu. J'ai posé mes couverts. Le bruit du métal contre la porcelaine a résonné comme un coup de gong. C'est étrange, ai-je dit d'une voix douce, presque mélodieuse. Rodolphe a relevé la tête, plein d'espoir. Quoi donc, ma fille? C'est étrange que la banque menace de saisir la maison, ai-je continué en essuyant le coin de ma bouche avec ma serviette. Parce que j'ai vérifié les registres hypothécaires récemment. Et il n'y a aucune procédure en cours de la part de ta banque historique. Le visage de Rodolphe a perdu un peu de sa couleur. Tu sais comment c'est, l'administration. C'est des lettres de relance pour l'instant, mais ça va venir. Non, papa. Ça ne viendra pas de la banque. J'ai planté mon regard dans le sien. Tu sais pourquoi? Parce que la banque ne détient plus ta dette depuis 5 ans. Un silence confus s'est installé. Séraphine a froncé les sourcils. De quoi tu parles? J'ai souri. Un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Il y a 5 ans, papa a perdu 200 000 € au poker. La banque allait vraiment saisir la maison. Il était terrifié. Il allait tout perdre. Tais-toi, a hurlé Rodolphe, se levant brusquement, renversant son verre de vin. La tache rouge s'est étalée sur la nappe blanche comme une blessure par balle. On ne parle pas de ça. Assieds-toi, ai-je ordonné. Ma voix n'était pas forte, mais elle était chargée d'une telle autorité qu'il s'est rassis, stupéfait. Donc, la banque a vendu cette créance douteuse. Une petite société d'investissement immobilier l'a rachetée pour une bouchée de pain. Cette société a permis à papa de rester dans la maison, en échange d'un loyer mensuel qu'il devait payer. Un plan de redressement amiable. N'est-ce pas, Rodolphe? Il transpirait à grosses gouttes. Oui, oui. Une société. Je les paie. Enfin, j'ai un peu de retard. Tu as 12 mois de retard, ai-je corrigé. Tu n'as pas payé un centime depuis 1 an. Tu as utilisé l'argent pour jouer encore. Et pour donner à Séraphine. Et alors, a craché Amaury. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ce n'est pas ton problème, c'est entre lui et cette société anonyme. J'ai éclaté de rire. Un rire sec, sans joie. C'est là que vous vous trompez tous. C'est très exactement mon problème. À cet instant précis, la sonnette de la porte d'entrée a retenti. Ding-dong. Le son incongru a figé tout le monde. Qui est-ce à cette heure-ci? A demandé ma mère, paniquée, oubliant instantanément son genou douloureux. Je me suis levée calmement. Ça, c'est la cavalerie. Je suis allée ouvrir la porte. Une rafale de vent glacé et de neige s'est engouffrée dans le hall, suivie par une silhouette enveloppée dans un manteau de fausse fourrure léopard. C'était tante Odile. La sœur de mon père. La brebis galeuse. Celle qui avait été bannie de la famille 10 ans plus tôt pour avoir osé divorcer d'un mari riche mais violent et pour avoir choisi de vivre sa vie librement, sans se soucier du qu'en dira-t-on. Elle tenait une bouteille de champagne bon marché dans une main et une cigarette éteinte dans l'autre. Elle m'a fait un clin d'œil complice. « Bonsoir la compagnie », a-t-elle lancé en entrant dans la salle à manger. « J'espère que je n'arrive pas trop tard pour le dessert. Ombeline m'a dit qu'il y aurait un spectacle pyrotechnique ce soir. » Rodolphe est devenu violet. « Qu'est-ce qu'elle fait là? »« Sors de chez moi. »« Sorcière. » Odile Harry, une voix grave de fumeuse. « Toujours aussi charmant, mon frère. Mais tu devrais faire attention à ton ton. Ce soir, les rôles changent. » Elle est venue se placer à côté de moi, posant une main protectrice sur mon épaule. Pour la première fois de ma vie dans cette maison, je n'étais plus seule face à eux. J'avais une alliée. Et la guerre ne faisait que commencer. La présence d'Odile dans la salle à manger a eu l'effet d'une bombe nucléaire. Ma mère s'est signée comme si elle avait vu le diable. Séraphine a pincé les lèvres de dégoût en voyant le manteau léopard un peu usé de sa tante. Pour eux, Odile représentait l'échec social, une femme seule, vivant dans un petit appartement,
travaillant comme caissière après avoir perdu son statut de grande bourgeoise lors de son divorce. Mais pour moi, en cet instant, elle était la reine de Saba. « Tu n'as rien à faire ici », a postillonné Rodolphe. « C'est un dîner de famille. De famille respectable. » Odile a attrapé une chaise vide et s'est installée sans demander la permission, juste en face de Rodolphe. Elle a posé sa bouteille de champagne sur la table, à côté du château Margaux. Le contraste était saisissant. Justement, Rodolphe, a-t-elle dit en allumant sa cigarette, ignorant totalement l'interdiction de fumer à l'intérieur. La famille, c'est sacré. C'est pour ça que je suis là. Ombline m'a invité. Elle m'a dit qu'il était temps de remettre les pendules à l'heure. Ombline t'a invité ? Ma mère s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés par la trahison. Tu as invité cette femme chez nous ? Sans nous demander ? Oui, ai-je répondu, restant debout. J'avais besoin d'un témoin. Quelqu'un qui connaît la vérité sur le passé de papa. Rodolphe a commencé à trembler. Il savait qu'Odile connaissait tous ses secrets d'enfance, toutes ses lâchetés. Je te préviens, Ombeline, a grondé mon père. Si tu ne la mets pas dehors tout de suite, c'est toi qui pars. Et ne compte plus jamais sur nous. Tu seras déshéritée. Déshéritée ? J'ai répété le mot en le savourant. Déshéritée de quoi, papa ? De tes dettes ? De tes mensonges ? De cette maison qui tombe en ruine parce que tu n'as pas mis 1 euro dans l'entretien depuis 10 ans ? Cette maison vaut une fortune, a crié Amaury, toujours obsédé par l'argent. C'est un patrimoine immobilier. Odile a soufflé un rond de fumée vers Amaury. Tais-toi, le gigolo. Tu ne sais rien. Cette maison est une coquille vide. Tout comme la tête de mon frère. La tension était à son comble. Rodolphe a contourné la table, les poings serrés, s'avançant vers moi et Odile. Il avait l'air prêt à frapper. C'était un homme qui n'avait jamais supporté qu'on lui tienne tête, surtout pas des femmes. Sortez, a-t-il hurlé. Sortez toutes les deux. Je ne veux plus voir vos visages. C'est ma maison. Je suis le maître ici. C'était le moment. Le point de bascule. Il avait prononcé les mots magiques. Ma maison. J'ai senti un calme absolu m'envahir. C'était la sensation du tireur d'élite qui a sa cible parfaitement alignée dans le viseur. J'ai plongé la main dans mon sac et j'en ai sorti le dossier bleu que je gardais précieusement depuis le début de la soirée. Ta maison ? Ai-je demandé doucement. Tu es sûr de ça, Rodolphe ? J'ai jeté le dossier sur la table. Il a glissé sur la nappe, renversant une salière, et s'est arrêté pile devant l'assiette de Séraphine. Ouvre-le, ai-je dit à ma sœur. Allez, ouvre-le et lis la première page. À haute voix. Séraphine a hésité. Elle a regardé son père, puis sa mère, puis moi. La curiosité et la peur se mélangeaient dans ses yeux. D'une main tremblante, elle a ouvert la chemise cartonnée. C'est un acte notarié, a-t-elle bégayé. Lis le nom du propriétaire, ai-je ordonné. Elle a plissé les yeux. Propriétaire unique et titulaire de la créance hypothécaire, Société civile immobilière Sido-Immo. Elle s'est arrêtée, confuse. C'est qui Sido-Immo ? Continue, a dit Odile avec un sourire carnassier. Lis le nom de la gérante associée unique. Séraphine a blêmi. Elle a levé les yeux vers moi, la bouche ouverte. Gérante. Ombeline. Elle a prononcé mon nom comme si c'était une insulte. C'est toi ? Un silence de mort est tombé sur la pièce. Plus personne ne bougeait. Même la fumée de la cigarette d'Odile semblait s'être figée. Rodolphe s'est effondré sur sa chaise comme si on venait de lui couper les tendons. Quoi ? A-t-il soufflé. Ce n'est pas possible. La société, c'est des investisseurs parisiens. Je leur parle au téléphone. Tu parles à mon assistant juridique, papa, ai-je expliqué, ma voix tranchante comme un scalpel. Il y a 5 ans, quand la banque allait te mettre dehors, j'ai créé cette société. J'ai racheté ta dette toxique. J'ai utilisé toutes mes économies, j'ai fait un prêt personnel sur 10 ans. J'ai tout risqué pour sauver ce toit au-dessus de ta tête.
Je me suis approchée de lui. Il semblait soudain tout petit, ratatiné. Je l'ai fait parce que je t'aimais. Parce que je pensais qu'en te sauvant, tu me verrais enfin. Je pensais que tu serais reconnaissant. J'ai mis en place un loyer modéré, juste de quoi couvrir les intérêts de mon propre prêt. Je t'ai laissé croire que c'était des étrangers pour préserver ta précieuse fierté. J'ai frappé du poing sur la table, faisant sursauter tout le monde. Et comment tu m'as remercié? En arrêtant de payer le loyer il y a un an. En utilisant cet argent pour gâter Séraphine et Amaury. Et ce soir, tu m'humilies devant tout le monde. Tu me traites de raté. Tu me dis que sans Marie, je ne suis rien. J'ai pointé un doigt accusateur vers son visage. Eh bien, Rodolphe, regarde la réalité en face. La ratée sans Marie est celle qui possède les murs dans lesquels tu dors. La ratée est celle qui a nourri ton ego pendant 5 ans. Mais c'est fini. Amaury, qui avait été silencieux, s'est levé, le visage rouge de colère. Il voyait son héritage potentiel s'évaporer. C'est de l'abus de confiance. Tu as piégé ton propre père. C'est illégal. On va te traîner en justice. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur lecture. La voix de Maître Vianney a résonné, amplifiée par le haut-parleur dans le silence de la cathédrale. Bonsoir à tous. Je suis Maître Vianney, l'avocat d'Ombeline. Je confirme que tous les documents sont en règle. Monsieur Rodolphe, vous êtes en défaut de paiement depuis 12 mois. La clause résolutoire du bail a été activée il y a un mois. La procédure d'expulsion a été validée par le juge des référés hier matin. L'huissier passera lundi à 9 h pour faire l'inventaire et changer les serrures. Vous avez 48 heures pour vider les lieux. J'ai raccroché. 48 heures, ai-je répété. Pas une minute de plus. Ma mère a commencé à pleurer, mais cette fois, c'était de vraies larmes. Ombeline, ma fille, tu ne peux pas faire ça. C'est Noël. Où est-ce qu'on va aller? J'ai regardé cette femme que j'avais tant voulu protéger. Je ne sais pas, maman. Peut-être chez Séraphine? Après tout, elle a un spa magnifique, non? Et Amaury est un grand entrepreneur. Ils doivent bien avoir une chambre d'amis pour vous. Tous les regards se sont tournés vers Séraphine et Amaury. Le couple doré. Séraphine a reculé, horrifiée. Quoi? Chez nous? Mais, notre appartement est tout petit. Et puis on a besoin de notre intimité. On essaie d'avoir un bébé. On ne peut pas héberger des parents. Amaury a ajouté précipitamment, et financièrement, c'est tendu en ce moment. On comptait sur l'aide de Rodolphe, pas l'inverse. Le masque est tombé. Brutalement. Rodolphe et Mireille ont regardé leur fille chérie, celle pour qui ils avaient tout sacrifié, celle à qui ils avaient donné l'argent du piano, l'argent des études, l'argent du loyer. Et cette fille leur disait, pas chez moi. C'était un moment de vérité cruelle. J'ai presque eu pitié d'eux. Presque. Voilà votre réussite, papa, ai-je dit doucement. Ta fille préférée ne veut pas de toi. Et ta fille ratée en a assez d'être ton paillasson. Rodolphe s'est levé, tremblant de rage et d'humiliation. Tu es un monstre, Ombeline. Un monstre froid et calculateur. Je t'ai donné la vie. Et tu as passé 34 ans à essayer de me la gâcher, ai-je rétorqué. Maintenant, tu vas apprendre ce que c'est que la vraie vie. Celle où on doit payer ses propres factures. Celle où les actions ont des conséquences. La dynamique de pouvoir dans la pièce avait totalement basculé. Ce n'était plus le patriarche régnant sur sa tribu soumise. C'était un vieil homme endetté face à sa créancière. J'ai repris le dossier des mains de Séraphine et j'ai commencé à énumérer les chiffres. Je voulais qu'ils entendent chaque euro, chaque centime de leur ingratitude. Dette initiale rachetée, 198 000 euros. Loyers impayés, 14 400 euros. Frais de procédure, 2 500 euros. Total dû à ce jour, 214 900 euros. J'ai regardé Amaury. Tu parlais de crypto-monnaie tout à l'heure? Tu as 200 briques sur toi? Non? Alors rassis-toi et tais-toi. Amaury s'est rassis, fulminant mais impuissant.
Rodolphe essayait de retrouver une contenance, mais c'était pathétique. Il essayait de négocier. Écoute, Ombeline. On peut s'arranger. On est une famille. Tu ne vas pas vraiment nous mettre dehors à Noël. C'est une leçon, c'est ça? Tu voulais nous faire peur? Ok, j'ai compris. J'ai eu peur. Bravo. Maintenant, déchire ce papier et on oublie tout. Il n'avait rien compris. Il pensait encore que c'était un jeu. Qu'il pouvait s'en sortir avec un sourire et une fausse promesse, comme il l'avait toujours fait. Ce n'est pas une leçon, Rodolphe. C'est une exécution, a intervenu Odile en se servant un verre de son propre champagne. Elle ne bluffe pas. Je l'ai vu signer les papiers avec l'agent immobilier ce matin. La maison est déjà en prévente. Des acheteurs viennent visiter mardi. Tu vendrais ma maison, a hurlé Rodolphe, les veines de son cou saillantes. C'est ma maison, ai-je répété, calmement mais fermement. Et oui, je la vends. Je récupère mon capital. Je solde mon prêt. Et je m'offre la liberté que tu m'as volée. Séraphine s'est mise à pleurer bruyamment, des larmes de crocodile. Mais mon héritage. C'était censé être ma part. Papa m'avait promis que la maison serait à moi plus tard. Ton héritage est négatif, ma chérie, lui ai-je dit. Papa a tout flambé. Il n'y a plus rien. Zéro. Nada. Puis, j'ai fait quelque chose que je rêvais de faire depuis des années. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application de ma banque. J'ai montré l'écran à Séraphine. Tu vois cette carte Platinum supplémentaire? Celle que tu utilises pour tes séances de shopping et tes déjeuners avec tes copines? Celle que je paie? Séraphine a hoché la tête, terrifiée. Clic, bloqué. Définitivement. J'ai regardé Amaury. Et le virement mensuel que je faisais sur le compte joint de papa et maman pour les courses? Clic, annulé. C'est fini, ai-je annoncé. Le robinet est fermé. La banque Ombeline est en faillite frauduleuse. À partir de ce soir, vous êtes tous financièrement indépendants. Bonne chance. C'était une sensation enivrante. C'était comme enlever un corset trop serré que j'aurais porté toute ma vie. Je pouvais enfin respirer. J'ai vu la terreur pure dans leurs yeux. Pas la terreur de me perdre moi, mais la terreur de perdre mon argent. Et cela ne faisait que confirmer que j'avais raison. Tu vas nous tuer, a murmuré ma mère. Ton père ne supportera pas ça. Il a le cœur fragile. Il a l'ego fragile, maman, pas le cœur, ai-je corrigé. Et toi? Tu vas faire quoi? Tu vas le suivre dans sa chute? Tu vas aller vivre dans un foyer pour sans-abri avec lui parce qu'il a joué l'argent du loyer? Mireille a regardé son mari. Pour la première fois, elle ne le voyait pas comme le chef de famille fort et protecteur, mais comme le boulet qu'il était. Un homme qui mentait, qui trichait, et qui venait de tout perdre. Je ne sais pas, a-t-elle balbutié. J'ai ramassé mon sac et mon manteau. La soirée touchait à sa fin. Le spectacle était terminé. J'y vais, ai-je dit. J'ai un appartement chaud et calme qui m'attend. Sans dette. Sans cri. Sans mépris. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée, suivie par Odile. La neige tombait toujours dehors, recouvrant le monde d'un manteau blanc et pur. J'avais la main sur la poignée quand j'ai entendu des pas précipités derrière moi. C'était ma mère. Elle m'a rattrapée dans le hall d'entrée glaciale. Elle ne portait qu'un gilet fin, et elle grelottait. Ombeline, attends. Je me suis retournée. Rodolphe était resté dans la salle à manger, probablement en train de se verser un autre verre pour noyer la réalité. Séraphine et Amaury se disputaient déjà à voix basse, s'accusant mutuellement de ne pas avoir été assez gentils avec moi. Quoi, maman? Elle m'a regardée avec des yeux perdus. Tu ne peux pas me laisser ici. Tu ne peux pas me laisser avec lui. Il est fou de rage. Il va tout casser. J'ai peur. C'était le moment de vérité. Le test ultime. Je ne te laisse pas, maman. Je te donne un choix. C'est très différent.
J'ai sorti une clé de ma poche. Pas la clé de cette maison maudite, mais une clé neuve, brillante. J'ai acheté un studio à Lyon, dans le 6e arrondissement. Pas loin de chez moi. C'est petit, mais c'est propre, lumineux, et c'est à mon nom. J'avais prévu ça pour toi. Pour le jour où tu ouvrirais les yeux. Elle a regardé la clé comme si c'était un objet magique. Tu peux venir avec moi. Maintenant. Tu montes dans ma voiture, on va chercher tes affaires essentielles et tu quittes Rodolphe. Tu demandes le divorce. Tu commences une nouvelle vie. Je t'aiderai. Je ne te donnerai pas d'argent liquide, mais je veillerai à ce que tu aies un toit et à manger. Mais, et ton père, a-t-elle demandé, la voix tremblante. Rodolphe se débrouillera. Il a ses frères de jeu. Il a Séraphine. Ou pas. Ce n'est plus ton problème et ce n'est plus le mien. J'ai tendu la clé vers elle. C'est à prendre ou à laisser, maman. Si tu restes ce soir, si tu retournes dans cette salle à manger pour le consoler, pour lui dire que je suis une méchante fille, alors c'est fini. Je ne reviendrai pas. Tu couleras avec le navire. À l'intérieur, on a entendu le bruit de verre brisé. Rodolphe venait probablement de lancer une bouteille contre le mur. Salope! Ingrate, hurlait-il. Sa voix était celle d'un animal blessé et dangereux. Mireille a sursauté. Elle a regardé vers la porte du salon, puis vers la porte d'entrée ouverte sur la nuit enneigée. Elle a regardé la clé dans ma main. C'était un combat titanesque dans son esprit. Des décennies de conditionnement, de soumission, de qu'en dira-t-on, contre l'instinct de survie. Puis, doucement, elle a tendu la main. Ses doigts rugueux ont effleuré les miens. Elle a pris la clé. Je viens, a-t-elle chuchoté. Je ne peux plus. Je suis fatiguée d'avoir peur. Elle a couru vers le placard de l'entrée, a attrapé son manteau, son sac à main et ses bottes. Elle n'est pas retournée dire au revoir. Elle n'a rien pris d'autre. Pas de photos, pas de bijoux. Juste elle-même. Odile a souri, un vrai sourire chaleureux cette fois. Elle a ouvert la porte en grand. Bienvenue au club des femmes libres, Mireille, a-t-elle dit. Nous sommes sortis toutes les trois dans la nuit. Le froid était piquant, mais il était vivifiant. Derrière nous, la grande maison de pierre semblait déjà appartenir au passé. Une coquille vide habitée par des fantômes en colère. J'ai démarré ma voiture. Ma mère était assise à l'arrière, silencieuse, serrant la clé contre sa poitrine. Odile était à côté de moi, fredonnant un air de jazz. Alors que nous nous éloignions, j'ai regardé dans le rétroviseur. J'ai vu la silhouette de mon père apparaître sur le perron, gesticulant, minuscule, insignifiant. Pour la première fois de ma vie, il ne me faisait plus peur. Il n'était plus le géant qui jugeait ma vie. Il n'était qu'un vieux monsieur triste qui avait tout misé sur le mauvais cheval et qui avait perdu. Le trajet vers Lyon s'est fait dans un silence quasi religieux. Seul le bruit des essuie-glaces chassant la neige rythmait nos pensées. Je conduisais prudemment, mais mon esprit filait à 100 à l'heure. J'avais l'impression d'avoir commis un braquage, sauf que je n'avais rien volé. J'avais juste repris ce qui m'appartenait, ma dignité. Arrivé devant le studio, j'ai aidé ma mère à s'installer. L'endroit était modeste, meublé simplement, mais il y avait du chauffage, un lit propre et un frigo plein. Mireille s'est assise sur le bord du lit, toujours son manteau sur le dos. Elle avait l'air d'une réfugiée de guerre. « Merci, Ombeline », a-t-elle dit, la voix cassée. Je ne sais pas comment je vais te rembourser. Tu ne me rembourseras pas en argent, maman, ai-je répondu en lui préparant une tasse de thé. Tu me rembourseras en vivant. En arrêtant d'être sa victime. En arrêtant de favoriser Séraphine. Je veux une mère, pas une complice. Elle a hoché la tête, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Je suis désolée. Pour le piano. Pour ton diplôme. Pour tout. J'étais faible. Je sais, ai-je dit. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. C'était trop tôt. La blessure était trop fraîche. Le pardon viendrait peut-être, mais il faudrait du temps. Repose-toi. On parlera demain. J'ai laissé Odile avec elle pour la première nuit et je suis rentrée chez moi, dans mon propre appartement.
Quand j'ai fermé la porte à double tour, je me suis adossée contre le battant et j'ai glissé jusqu'au sol. J'ai pleuré. Pas de tristesse. De soulagement. Un torrent de larmes qu'il avait 30 ans de frustration. J'avais l'impression que mes poumons s'ouvraient enfin complètement. J'étais seule, oui. Pas de mari, pas d'enfant dans l'immédiat. Mais j'étais puissante. J'étais libre. Et pour la première fois, j'étais fière de moi. Les jours suivants ont été un tourbillon administratif. Lundi matin, comme promis, l'huissier s'est présenté à la maison des Monts d'Or. Rodolphe a essayé de résister, a menacé, a pleuré. Amaury a essayé de négocier un délai. L'huissier, un professionnel impassible, a simplement fait son travail. Les serrures ont été changées. Rodolphe s'est retrouvé sur le trottoir avec 2 valises. Il a appelé Séraphine. Elle n'a pas répondu. Il a appelé ses amis de poker. Ils étaient tous occupés. Il a fini dans un motel miteux en périphérie de la ville. Séraphine, privée de ma carte de crédit et de l'aide de papa, a dû fermer son spa 2 mois plus tard. Sans surprise, Amaury l'a quitté dès que l'argent s'est tari, prétextant qu'il n'avait plus les mêmes objectifs de vie. Elle est retournée vivre en colocation et a dû trouver un vrai travail comme vendeuse. C'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. La maison a été vendue rapidement. Le marché était bon. J'ai récupéré mon investissement, remboursé mon prêt, et j'ai même fait une petite plus-value. J'ai utilisé cet argent pour créer un fonds d'urgence pour ma mère, géré par moi, bien sûr. Pas un centime ne irait à Rodolphe. 6 mois ont passé depuis ce Noël explosif. Je suis assise à la terrasse d'un café à Paris, où je suis venue passer le week-end. Il fait beau. Je bois un café crème et je regarde les passants. Mon téléphone vibre. C'est un message de ma mère. Une photo. Elle est dans son petit studio, elle a replanté des géraniums sur son balcon. Elle sourit. Elle a l'air 10 ans plus jeune. Elle a entamé la procédure de divorce et a même rejoint un club de lecture avec tante Odile. Rodolphe? Je n'ai plus de nouvelles directes. Je sais par Odile qu'il vit dans un petit HLM, qu'il vit de sa retraite de base et qu'il passe ses journées à raconter à qui veut l'entendre que ses enfants sont des ingrats qui l'ont dépouillé. Il ne changera jamais. Mais ce n'est plus mon fardeau. C'est juste une histoire triste que je connais, mais dont je ne suis plus l'héroïne tragique. Séraphine m'a envoyé un message hier. Pas d'insulte, pas de demande d'argent. Juste, j'ai vu maman. Elle a l'air bien. Merci. C'est un début. Peut-être qu'un jour, nous serons des sœurs. De vraies sœurs, d'égal à égal, pas une banque et sa cliente. Je repense à ce que mon père a dit ce soir-là. Une femme sans mari est un échec. Je regarde autour de moi. Je vois ma vie. J'ai une carrière que j'aime. J'ai des amis fidèles. J'ai sauvé ma mère. J'ai une tante géniale. Et j'ai une paix intérieure que tout l'argent de Rodolphe n'aurait jamais pu acheter. Si c'est ça, être un échec, alors je suis la ratée la plus heureuse du monde. J'ai appris une leçon vitale, la famille, ce n'est pas le sang. Le sang, c'est juste de la biologie. La famille, c'est le respect. C'est la réciprocité. C'est ceux qui vous soutiennent quand vous tombez, pas ceux qui vous poussent pour voir si vous allez casser. On nous apprend, surtout aux femmes, à être des soigneuses, à tout sacrifier pour maintenir le lien familial, à pardonner l'impardonnable au nom de l'amour filial. C'est un mensonge. Parfois, l'acte d'amour le plus fort que vous puissiez faire, c'est de couper le cordon. C'est de dire non. C'est de vous sauver vous-même. J'ai fini mon café. Je vais me promener le long de la Seine. Seule. Et pour la première fois, je ne me sens pas seule. Je me sens complète. Mon histoire touche à sa fin, mais la vôtre continue. J'ai partagé cette tranche de ma vie, aussi douloureuse et brutale soit-elle, parce que je sais que je ne suis pas la seule. Je sais qu'il y a parmi vous des omblines. Des personnes qui donnent tout et ne reçoivent rien. Des personnes qu'on traite de vaches à lait, de bouche-trou, ou de ratées parce qu'elles ne suivent pas le scénario traditionnel. Je veux vous dire une chose, vous avez le pouvoir. Vous avez le droit de dire stop. Vous avez le droit de fermer le robinet, qu'il soit financier ou émotionnel.
Vous avez le droit de passer un Noël seul avec une pizza et un bon film plutôt qu'entouré de gens qui vous méprisent. Ce soir de Noël, j'ai perdu une famille, mais j'ai gagné ma vie. J'ai transformé mon plus grand traumatisme en ma plus grande victoire. Et croyez-moi, la vengeance est un plat qui se mange froid, mais la liberté, elle, se déguste chaude, chaque matin, au réveil. Voilà, c'était mon histoire. Celle de la fille qui a viré son père le soir de Noël. Une méchante? Une héroïne? Juste une femme qui a décidé d'arrêter de payer pour être insultée. Maintenant, c'est à vous. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé quelque chose en vous, s'il vous plaît, faites 3 choses pour moi. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne. On partage ici des histoires vraies, brutes, sans filtre. Deuxièmement, laissez un like. C'est un petit geste pour vous, mais ça aide énormément la chaîne à faire entendre ses voix. Et troisièmement, et c'est le plus important, commentez. Dites-moi ce que vous pensez de ma décision. Dites-moi si vous avez déjà vécu une situation similaire. Est-ce que j'ai été trop dur avec ma mère? Est-ce que Rodolphe méritait une seconde chance? Je lirai chacun de vos commentaires. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais, vous valez plus que ce que vous donnez. À bientôt. No, I can't eat cinnamon rolls. That will burn. No cinnamon. All right, fine. That's fair. I know I can't do like citrus. They said no to the citrus, but we got the muffins. We'll do that. Wait, what? I have to add $1 more to save $5. Cinnamon roll. I already have a beverage. Oh wait, did I get a beverage? Um, I can't drink soda. Agave lemonade. I don't think I can get lemonade because it's citrus. Can't get tea because that'll dry it out. I literally can like drink water. I can get apple juice. Yeah, apple juice. Fuck it, I'll get 2 because these things are tiny and I want to house this thing. Fucking love apple juice. I don't need 3 apple juice. Just 2's cool. Thanks. Two is great. Hey chat, we're not doctors, yeah, but I just assumed like if you had been through like a wisdom tooth removal, you guys would have some information. I can't wait to eat normal food though. Holy fuck. Oh my god. I'm like only a day in and it's like this is awful. This sucks. This is not fun. All the sugar. Yeah, I rinse after I eat every time. Lulu tipped $5. If you are going to get pastries, mix a little bit of milk in with them to make them softer. It may seem gross, but it's a good way to make the food softer and easier to eat. Most of my students have soft diets, so I do this every day. That's fair. I'm not like in pain. I don't. I just think you can't really open my jaw that much. I feel like.